Merci d'être avec nous en direct et en simultané à travers les antennes des médias leaders Truth TV et Watt FM. Il est 8h et vous êtes à votre émission d'analyse et de décryptage, 5e et dernière convocation de la semaine du tribunal de l'actualité. Vous le savez, nous sommes également accessibles en streaming sur Facebook et en replay sur YouTube. Je suis Adams Khaled Ouedraogo, président de ce tribunal. Mesdames, messieurs, bonjour. Bonjour également à mes acolytes de tous les jours, les juges au siège, Bernard Bougma Joufrava. Bonjour et bienvenue. Bonjour président, bonjour juge Vaha, bonjour madame, monsieur. Bonjour juge Bougma, bonjour président, bonjour auditeurs et téléspectateurs. On en sait un peu plus sur l'état des lieux de l'accès aux soins de santé pour l'année 2020 au Burkina Faso, et cela grâce au rapport du réseau d'accès aux médicaments essentiels RAM. Que retenir du contenu de cette action de veille citoyenne, les avancées, les dysfonctionnements constatés dans les politiques publiques de santé. Voilà ce qui sera enrôlé en tout cas pour cette dernière convocation. Et à la barre ce matin, nous avons Amidou Ouedraogo. Bonjour et bienvenue. Bonjour monsieur le président. Alors je rappelle aux téléspectateurs et auditeurs que vous êtes le directeur exécutif national du réseau d'accès aux médicaments essentiels RAM, et avec vous justement nous allons parler de l'état des lieux de l'accès aux soins de santé au Burkina Faso pour ce qui concerne l'année 2020. Mais avant, nous allons ouvrir la première fenêtre de cette émission, les avant-propos. Juge Bougma, vous avez la parole. Mon avant-propos va concerner Kongossi, où la fille est décédée à partir des manifestations qui ont eu lieu et dont elle est tombée. Quand elle est tombée, certainement c'est avec les coups de pied, comme c'était la débandade, et finalement elle est décédée. Donc jusqu'à présent, elle a été hier, ce qui était donné comme information, c'était de s'affairer à ce qu'elle soit inhumée. Après, maintenant, passé cette étape-là, c'est de voir pour situer les responsabilités. Parce que selon les autorités en charge de l'éducation, notamment l'association des parents d'élèves, c'est de situer les responsabilités pour savoir qui a dirigé les manifestants vers ces élèves-là qui sont sortis de l'internat juste pour le sport et puis y retourner. Donc elle qui était en classe de 3e ne retournera pas, mais comment est-ce que les choses se sont passées, je pense que c'est ce que l'enquête va pouvoir situer. Ce sont aussi des manifestations naturellement qui rentrent dans le cadre par rapport au mot d'ordre qui a été lancé par les élèves pour protester contre les réformes par rapport à l'organisation du baccalauréat et du BPC. Et donc c'est un incident malheureux. Maintenant, ce qui reste, c'est de situer les responsabilités. Et puis ça pose aussi le problème de l'encadrement des manifestations. Je dis bien encadrement des manifestations. Quand c'est comme ça, comment est-ce qu'on encadre? À Ouagadougou, il y a même eu des échauffourées, des jets de pierre et des gaz lacrymogènes par rapport à ces manifestations-là. Mais si les manifestations ne sont pas très bien encadrées, pas très bien organisées, c'est aussi les dérives que l'on peut constater ça et là. Au lieu ici d'indexer qui que ce soit par rapport à une quelconque manipulation ou bien, l'important c'est de pouvoir s'asseoir et de voir et de, comme on appelle ça, d'arrondir les angles pour pouvoir avancer. Je dis bien, c'est vraiment malheureux pour cette demoiselle et sa famille. Et maintenant, il reste à situer les responsabilités. Et puis on attend aussi une sortie de l'officiel, c'est-à-dire l'autorité. Parce que c'est un pays organisé, donc il y a l'autorité également qui doit pouvoir sortir très rapidement et situer les choses pour qu'on puisse avancer, parce qu'il y a des autorités sécuritaires, mais au plus haut niveau aussi, il y a les autorités sécuritaires, mais aussi il y a les autorités en charge de l'éducation nationale. D'accord, merci juge Bougma. Juge Vaha, nous sommes à vous. Oui, merci président. Moi je vais rester dans la même veine, même m'intéresser aux manifestations qu'il y a eu hier, place rond-point des Nations Unies, et ce sont donc des élèves qui sont sortis nombreux, manifester leur mécontentement contre, je me dis peut-être les réformes, mais au fond, vous posez la question d'abord de savoir pourquoi est-ce que les enfants sont sortis hier. Ça reste d'abord à préciser. Et quand vous voyez dans les pancartes qu'il y avait, vous vous demandez qu'est-ce qu'ils veulent. C'est la démission du ministre, le système. En tout cas, il y a un peu de tout dedans. Et ça se tenait plutôt à un moment donné où le ministre était en train d'échanger avec notamment les parents d'élèves sur les assises
qui sont en ligne de mire. Et moi, je m'en vais rappeler un des propos quand même du ministre sur un peu la question des réformes. Il dit clairement que ces réformes n'ont pas été montées par le gouvernement, mais c'est parti d'un constat et de propositions d'encadreurs pédagogiques et de spécialistes de l'éducation sur le terrain. Nous demandons aux parents d'élèves de poursuivre la sensibilisation avec les élèves, mais il dit à un moment donné qu'il appartient aux spécialistes de l'éducation sollicités par le gouvernement d'orienter notre système éducatif vers la qualité recherchée. De ce point de vue, il ne peut y avoir de discussion entre les spécialistes de l'éducation et les élèves pour la façon dont on doit organiser, évaluer et administrer les examens. Je pense que là-dessus, le ministre il a sa position qui est quand même assez claire et qui paraît quand même assez logique. C'est pas à l'apprenant de dire qu'est-ce qu'il veut, de la façon dont on lui enseigne ceci ou cela. Je pense qu'il y a des spécialistes du domaine qui décident d'un certain nombre d'éléments. Maintenant, quand il y a des mésententes entre, on va dire, ces personnes-là, auxquelles ce rôle-là est dévolu, là, ça peut faire matière à débat. Et je pense aussi que la dynamique, quand même, du ministre jusqu'à aujourd'hui, elle est quand même assez inclusive. On le voit en train de taper à toutes les portes pour la réussite de ces assises-là. Et puis, le but de ces assises, c'est d'ailleurs de remettre en question un peu tout. Et le diagnostic qu'il faisait, c'est qu'on a un système qui est hérité de celui colonial. Et jusqu'à aujourd'hui, on se demande quel type d'apprenant on veut, quel type, pas d'apprenant, de burkinabé on veut après le système éducatif par lequel nous sommes passés. Et pour moi, ça, c'est une vraie question. Arrimer les choses à notre réalité d'aujourd'hui, ça, c'est impératif pour nous. Maintenant, les enfants qui sont sortis hier, je ne sais pas quel était peut-être le but profond, c'est de dire qu'ils ne sont pas d'accord avec les réformes. Il y a des assises qui vont venir, et puis pendant que le ministre est en discussion avec les parents d'élèves, on a entendu des propos. Je pense que sur dans nos sessions d'information d'hier, on a même partagé cela. Il y en a qui parlaient de trahison des parents concernant leur cause et tout. Donc il y a beaucoup de questions que cela suscite, mais on met ça aussi sous le coup de la jeunesse. Mais il faut peut-être mettre un peu d'eau dans le vin et peut-être éviter aussi, si manipulation il y a certaines choses, parce que là, hier, c'était à ne rien comprendre. Ça, il faudrait qu'on soit vraiment assez clair là-dessus. Merci, messieurs les juges. Merci également à l'équipe de réalisation de cette émission, le tribunal de l'actualité. Amidou Ouedraogo est notre convoqué du jour. Je rappelle que vous êtes directeur exécutif national du réseau d'accès aux médicaments essentiels RAM. Avec vous, nous allons parler de l'accès équitable des populations aux soins de santé de qualité. Mais avant, nous allons parler de questions de généralité. On sait que votre structure était au premier plan pour concilier les positions pendant la crise qu'a traversée la CAMEG, la centrale d'achat des médicaments essentiels génériques. Alors quand on regarde un peu dans le rétroviseur aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire qu'on a tiré les leçons de cette crise-là et qu'elle est définitivement derrière nous? Merci beaucoup, M. Ouedraogo, Monsieur le Président. Merci à l'ensemble donc, des juges du tribunal. C'est avec beaucoup de plaisir que je reçois cette convocation. Et le réseau accès aux médicaments essentiels, effectivement, a été très préoccupé par la crise que la CAMEG, la centrale d'achat des médicaments essentiels génériques, a rencontrée au cours donc, des années depuis pratiquement 2016-2017. On s'y investi pour réconcilier et surtout montrer aux yeux donc, de la population l'importance de la centrale. Parce que ce n'est pas d'ailleurs la première crise que la centrale a connue. Il y a eu déjà d'autres crises, parfois même très très importantes, que la centrale a connues par le passé, qui avaient même tenté donc, comme une sorte de suppression ou de privatisation de la centrale. Et on était obligé de monter au créneau pour dire que la question du médicament, c'est une question assez fondamentale dans l'offre de soins, dans les prestations de soins, dont il ne faut pas véritablement privatiser ou supprimer le monopole de fait d'une manière globale. Parce que c'est à partir de la CAMEG qu'on fait la vérification de la qualité des médicaments. C'est parce qu'il y a la CAMEG qu'on peut quand même certifier que plus de 60% des médicaments qui rentrent peuvent être effectivement des médicaments de qualité. Sinon, si on permettait que toute personne, toute entreprise amène donc des produits
Burkina Faso, vous allez vous rendre compte qu'on va se retrouver peut-être avec des médicaments qui sont de qualité tellement inférieure. Aujourd'hui, par rapport donc à la crise, je peux dire qu'il y a quand même des avancées, parce que si on voit la gestion, en tout cas depuis que les choses ont été un peu remises à l'ordre, on voit qu'il y a quand même une accalmie. Donc ça, c'est un élément positif que nous notons. Et on note également qu'il y a quand même eu des efforts, parce que il y a eu des efforts pour surtout résolver les crédits que la CAMEG avait envers l'État. Ça, c'est quand même donc des efforts, même si tout n'est pas fini, il faut quand même aussi noter donc ces efforts-là. Maintenant, quitte à dire si on a réellement tiré les leçons des insuffisances ou de la crise, et je ne voudrais pas être très 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 optimiste là-dessus, parce qu'il faut attendre encore beaucoup plus pour voir comment les choses vont évoluer, parce que la crise n'a pas encore très très duré et on est toujours dans une dynamique pas très 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 assez en tout cas reluisant, surtout en matière de disponibilité donc des médicaments. Est-ce qu'il ne faut-il pas avoir plus donc de réformes au niveau de la CAMEG pour que peut-être il y ait plus donc de disponibilité? En tout cas, il va falloir en tout cas avancer en matière donc de structuration et être assez réaliste pour avoir donc des résultats concrets. Voilà, donc je ne voulais pas vraiment trancher là-dessus. Nous observons qu'il y a des évolutions positives. Maintenant, il faut qu'on apprécie encore davantage pour voir comment les choses peuvent être, en tout cas, ont été exploitées. Ok. Juge Bouma. Quand on entend CAMEG, on entend centrale d'achat des médicaments essentiels. Vous, c'est réseau d'accès aux médicaments essentiels. Vous êtes distributeur ou quoi? Merci. Bon, pour l'anecdote, il y a beaucoup de personnes qui viennent dans notre siège pour dire ils ont vu le logo, ou du moins ils ont vu donc l'insigne, ils veulent voir si on a des médicaments parce qu'ils ont des problèmes de médicaments, ils ont des trucs comme ça. Non, le RAM ne fait pas de la distribution de médicaments. Le RAM, c'est un réseau au départ qui a été créé pour veiller à ce que les usagers puissent avoir accès aux médicaments essentiels dans les formations sanitaires. Et pour nous, quand on parle de médicaments essentiels, c'est pas des médicaments essentiels génériques. Parce que là, parfois, il y a des gens qui disent réseau accès aux médicaments essentiels génériques. Non, c'est réseau accès aux médicaments essentiels. Notre mission... La nuance, c'est quoi finalement? La nuance, en fait, vous savez, pour les... c'est très pour être très rapide, quand vous prenez par exemple des pathologies comme des diabètes autres qui sont des pathologies, ils n'ont pas de médicaments essentiels génériques. Ils n'ont pas de médicaments génériques, c'est des médicaments de spécialité, mais c'est des médicaments essentiels pour la survie du patient. C'est-à-dire que notre combat, c'est que tout ce qui est comme médicament essentiel puisse être disponible pour les usagers. Ce n'est pas que ce soit générique ou pas, mais que ce soit vraiment un médicament essentiel. Maintenant, c'est d'autres. Quand vous prenez par exemple ceux qui sont les asthmatiques, ceux qui ont des types de médicaments qu'ils prennent, c'est un médicament essentiel pour eux. Voilà, donc c'est ça qu'il faut. Voilà. Donc notre rôle, c'est vraiment donc faire la veille et les plaidoyer pour l'accès aux soins de santé, surtout les médicaments dans les centres de santé. D'accord. Juge Vara. C'est une question de généralité? Non, je n'aurai pas de question de généralité. D'accord. Alors vous dites que votre mission, c'est également faire des actions de veille citoyenne. On a tantôt parlé du rapport 2020, en tout cas, qui traduit ce que vous avez fait comme constat sur le terrain. Alors quand on regarde un peu ce rapport-là, vous êtes essentiellement basé sur la prise en charge du paludisme et du VIH-Sida. Est-ce qu'on peut savoir pourquoi le choix de ces deux pathologies-là? Merci beaucoup. Je veux noter d'abord qu'on n'est pas forcément, c'est pas uniquement sur le VIH et le paludisme, parce que un accent particulier, un accent particulier a été mis sur 4 éléments principaux. Il y a la prise en charge du VIH, il y a la prise en charge de la tuberculose, la prise en charge du paludisme et la mise en œuvre de la gratuité donc des soins. Nous avons d'ailleurs aussi même ajouté le suivi donc des prestations que les agents de santé à base communautaire font dans les villages. Parce que le Burkina Faso, depuis 2014, on a recruté plus de 18 000 agents de santé à base communautaire qui sont dans les villages et qui font des travaux. En fait, ce qui a guidé du moins ces choix, le RAM au départ était beaucoup plus axé sur le VIH. En fait, les années 2000, quand le RAM
se créait, c'était beaucoup plus, vous savez que notre pays, le VIH est rentré dans notre pays autour des années 80, pratiquement au début donc, du VIH. Donc c'était vraiment dans le combat pour l'accès donc des pays VIH aux soins de santé, surtout aux médicaments, qui était assez difficile et qui coûtait extrêmement cher. Quand on a pu avoir donc effectivement dans ce combat, on a eu des résultats assez positifs, jusqu'à ce que quand même en 2010, il y a eu la gratuité donc des ARV pour les pays VIH. Il y a d'autres problèmes de santé publique, comme donc la tuberculose, qui quand même ont un programme assez structuré. Parce que comme nous sommes un réseau donc de veille, il faudra voir comment, par exemple, donc dans ce qui est fait comme politique nationale, comment cela donc est traduit sur le terrain et comment les usagers arrivent à avoir effectivement donc l'ensemble donc des dispositifs qui sont mis en œuvre. C'est dans cette dynamique que quand vous prenez donc au niveau national pour le moment, les programmes qui sont structurés, c'est beaucoup plus donc le VIH, la tuberculose et le paludisme. Et vous comprendrez, je pense que pour le paludisme c'est assez ça va de soi, parce que le paludisme constitue pratiquement plus de 60% des motifs de consultation dans nos formations sanitaires. Et même en termes de décès, c'est vraiment donc l'une des causes de décès au niveau, en tout cas en matière de santé au Burkina Faso. Donc c'était quand même assez, c'était pratiquement une exigence pour nous d'intégrer effectivement donc le paludisme. L'autre aspect qu'il faut considérer, c'est que nous sommes, c'est aussi un processus de développement. Voilà, parce que c'est un observatoire que nous avons mis en place et l'observatoire doit pouvoir produire des données en se développant progressivement. Donc c'est dans ce processus de développement qu'on est parti du VIH, tuberculose, paludisme, et quand le gouvernement a lancé en 2016 la gratuité des soins, on a été automatiquement interpellé qu'on puisse par exemple prendre en compte effectivement le suivi de la gratuité dans notre dispositif de veille. Voilà, et c'est ça. Voilà comment progressivement on est allé. Actuellement, nous sommes dans un dispositif donc d'ouverture. On est en train d'ouvrir. On est même en train donc, par exemple d'inclure donc les programmes l'accès pour la planification familiale. Vous savez qu'en 2020, on a lancé la gratuité donc de la planification familiale. Voilà. Donc pour dire que globalement, c'est vraiment sur des choses qui existent, sur des programmes structurés, sur des directives et même sur des exemptions. Quand vous prenez tous ces programmes-là, il y a vraiment beaucoup d'exemptions. Et on veut voir est-ce qu'effectivement c'est vraiment effectif sur le terrain en matière d'accès pour les populations. Okay. Voilà. Avant de venir au fond et aux avancées et dysfonctionnements en tout cas relevés par ce rapport-là, vous l'avez dit, ce rapport se veut une photographie sans complaisance de la situation de prise en charge de certaines pathologies. Alors on remarque également que pour réaliser ce rapport-là, vous avez eu le soutien de quelques partenaires et aussi du ministère en charge de la santé. On nous apprend aussi que la main qui donne, la main qui prend bouge en fonction de celle qui donne. Est-ce qu'on peut recevoir un financement, un appui technique et financier du ministère de la Santé et pouvoir véritablement critiquer le travail qui est fait sur le terrain? Est-ce que vous êtes libre dans votre action? Merci beaucoup. C'est une problématique assez importante que vous posez, que nous-mêmes on se pose aussi régulièrement. Mais on est arrivé, parce que vous savez, le dispositif que le RAM a mis en place, c'est un dispositif qui date depuis la création du RAM et qu'on collabore avec beaucoup d'organisations sur le terrain. Vous savez, on a plus de 75 organisations qui sont dans les districts sanitaires qu'on appelle des points focaux. Et ces nous-mêmes, nous n'avons pas c'est pas des organisations que le GRAM a créées. C'est des organisations qui ont été créées et qui ont montré leur intérêt à faire effectivement donc la veille. Et nous-mêmes, c'est pas nous qui dirigeons vraiment au jour ce que ces organisations doivent faire en matière d'activité. C'est pour dire que nous sommes une organisation qui coordonne les dispositifs au niveau central. Voilà, c'est pas nous qui collectons directement les données. Il y a des organisations, des acteurs au niveau local qui collectent donc les différentes informations. Donc ces acteurs-là sont assez dans une certaine indépendance de leur action. Ils sont assez libres. L'autre aspect qu'il faut noter également, c'est que dans le cadre donc de conventions ou de partenariats que nous avons avec le ministère de la Santé, ce qui est beaucoup plus dans le cadre de contrôle de la gratuité des soins, c'est vraiment une convention où le ministère a exprimé de façon, parce que c'est nous qui élaborons nos outils, c'est nous qui disons exactement ce que nous voulons collecter sur le terrain et qu'est-ce que nous voulons faire avec ce que nous collectons. Donc c'est pas au ministère de nous dire exactement qu'est-ce qu'il faut faire, non, ça c'est pas vraiment donc dans notre, nous sommes assez libres donc
donc de faire donc nos critiques. Et s'il y a quelque chose qui est positif, nous le disons. S'il y a quelque chose qui est négatif, nous le disons sans langue de bois. Ça, c'est vraiment donc des choses qu'il faut. Il faut noter aussi que le ministère, l'État finance d'autres acteurs aussi, voilà, qui font aussi d'autres. Je pense que l'État même finance l'opposition. Voilà. C'est pas pour autant que l'opposition va dire que bon, c'est parce que l'État le budget de l'État qui le finance, qui ne peut pas jouer leur rôle. Pour nous, c'est un financement étatique qu'on reçoit. Sinon, c'est pas parce que c'est le ministère ou bien c'est parce que c'est elle qui est ministre de la Santé qu'on reçoit peut-être le financement. C'est un financement étatique parce que nous faisons un travail quand même d'intérêt. Voilà, parce que la veille, ce que nous faisons actuellement donne une photographie autre que ce que le ministère reçoit régulièrement en termes donc de rapportage. Et là, c'est vraiment très très important, voilà, en termes donc d'appréciation. Juge va. Oui, maintenant, bon, comme on a le rapport, moi je voulais avant qu'on rentre peut-être dans le détail sur ce qui a été donc révélé. Quelle est votre méthode? Est-ce que vous êtes dans le constat, donc l'observation, ou bien, parce que je vois le terme interviewé, ou bien vous êtes plutôt dans plutôt prendre le sentiment de celui qui est allé demander les services, notamment de ces entités sanitaires? Oui, merci beaucoup, Zuzwara. En fait, nous sommes dans les deux, et même troisièmement dans l'analyse. D'accord. Voilà, nous faisons donc les constats, et surtout on interviewe les usagers, parce qu'en réalité, ça c'est vraiment avoir les perceptions des usagers. On est allé dans le centre de santé. Qu'est-ce que tu as été, comment tu as apprécié donc les soins? Qu'est-ce que tu n'as pas pu avoir comme prestation alors que tu aurais souhaité avoir donc ces prestations? Quelles sont donc, et qu'est-ce qu'on observe aussi comme dysfonctionnement? Voilà. Et je veux dire aussi que c'est pas seulement l'usager uniquement qu'on interviewe. Voilà. Il y a même l'agent de santé qui par moment vit aussi des réalités. Voilà. Parce que plein d'agents de santé ont leurs compétences, ont leur situation, mais malheureusement à cause donc des difficultés ou des dysfonctionnements qui rencontrent les formations sanitaires, et vous allez voir qu'on a décrit beaucoup de choses donc dans le rapport, et ces agents de santé n'arrivent pas à réaliser effectivement en tout cas leur serment comme il se doit. Voilà. Et ça aussi c'est des difficultés que les agents rencontrent sur le terrain. D'accord. Si vous permettez, bon, je vais aller dans le détail sur un point qui a attiré mon attention, c'est la question de gratuité des soins pour les femmes enceintes. Et on sait que ça a été l'un des points forts, même quand vous voyez Plaisimètre et autres, on vous dit là-bas, quoi qu'on dise, il y a au niveau de l'exécutif des points qui sont engrangés. Bon. Et quand on regarde et on lit votre rapport, on a l'impression au départ que vous abondez dans le sens, mais à des détails près, il y a des interpellations qui sont intéressantes. À 97%, on dit qu'on ne paye pas. Il y a 3% qui disent avoir payé. Vous dites un peu que pour ce qui est du paiement, il faut dire que les actes sont des raquettes et des paiements à tort au profit de trois acteurs principaux, le gérant, DMEG, l'infirmier, Wadebeg, l'infirmier et la sage-femme. Ça, c'est très intéressant. Et même dans les 97%, vous dites, c'est pas que on n'a pas payé, mais on peut avoir payé, mais outre part. C'est ça. Et ça, c'est entre, je pense, ça peut aller jusqu'à 9 000 francs. C'est très intéressant quand on lit dans le détail ces éléments que vous donnez. Mais au finish, on se rend compte que, bon, globalement, ça marche, mais il y a des imperfections, il y a des petits détails qu'il faut encore corriger. Je me permets le commentaire parce que quand on regarde d'autres rapports qui sont donnés, il y a ces détails-là qu'on n'a pas, qui pour moi sont très importants dans la façon d'améliorer cette gratuité-là. Maintenant, au fond, quand vous identifiez, par exemple, bon, je parle de ceux qui sont coupables clairement de raquettes, parce que vous avez identifié, après vous l'avez rapporté au ministre. Oui. On a rapporté au ministre. Il y a eu une réaction. On a même remis le rapport officiellement au ministre les jeudis surpassés. D'accord, ben donc c'est trop, le timing est trop court, donc je pensais qu'il y avait une réaction au moins. Non, il n'y a pas. Bon, il faut noter que ce rapport est une compilation, et il y a même les rapports trimestriels qu'on avait déjà remis au système, et donc il y a des réactions. Vous savez, dans le cadre du contrôle que nous faisons, parce que dans le cadre du contrôle, on cite même les acteurs.
On cite même les noms des acteurs. Voilà, là où on a vraiment des preuves concrètes, par exemple quand on prend des informations sanitaires, le gérant d'EMEG n'est pas, dans la plupart des formations sanitaires, le gérant d'EMEG il est le seul. Voilà, donc quand on dit gérant d'EMEG, on sait qui, et on cite la formation sanitaire qui est concernée. Voilà, vous dites que ce sont des actes graves de violation des droits des cibles et des mesures doivent être prises. Dans ce cas, vous avez constaté un certain nombre d'éléments, vous avez eu des témoignages, vous avez eu... Pour vous, le RAM s'arrête au rapport, ça peut continuer. C'est très intéressant ce que vous nous posez comme problématique. En fait, on a, pour le moment, ou du moins d'un premier temps, le RAM essaie donc de faire le constat, essaie donc de soulever la situation, parce qu'on estime que c'est des situations que, par exemple, les autorités, dans le circuit formel, ne devraient pas pouvoir dénicher très rapidement. Donc nous essayons donc d'être un autre œil pour apporter cette information à l'autorité. Maintenant, et même on fait des propositions, comme vous l'avez dit, on fait quand même des propositions, des pistes de solutions, où on essaie donc d'attirer l'attention et même quand même la gâchette pour qu'il y ait des suites par rapport à cette situation. Dans la suite donc de pour les plaidoyers, on essaie effectivement donc de faire donc du suivi de ces actions ou de ces interpellations qu'on a faites. Voilà, on essaie de faire des suivis puisque le RAM a un volet plaidoyer qu'on essaie de faire, et dans ce volet plaidoyer, on essaie quand même d'interpeller les acteurs au fur et à mesure, parce que il y a des choses qu'on a mis, qu'on a détectées, comment ces choses ont été résolues. Voilà. Et ce qu'il faut noter, il y a plusieurs niveaux. Voilà, il y a ce qu'on le niveau structurel, parce que à un certain moment, il faut que le ministère résout ces problèmes parfois de manière structurelle et non pas de façon ponctuelle. C'est pas aller par exemple voir un agent de santé ou bien effectivement les gérants, on les baillonne tout de suite et puis non. Et c'est parce que nous, on n'a pas pu voir dans toutes les formations sanitaires. C'est des échantillons que nous essayons donc de voir. Mais on essaie de montrer que si on ne fait pas attention, il y a des dérives qui se passent dans tel niveau et qu'il va falloir qu'il y ait donc des réponses assez conséquentes. Donc il y a des fois qu'il y a des réponses assez structurelles qui sont données par rapport à ces genres de situations. Je peux noter aussi que ces genres de cas, il y a quand même eu des situations où il y a eu des sanctions qui ont été déjà prises pour certains agents dans le cadre donc de ces contrôles et de ces veilles que nous faisons. Voilà. Et là aussi c'est des choses que nous suivons et il y a des résultats par rapport à ça. Maintenant pour nous ça c'est pas le résultat réellement, ça c'est le processus. Le résultat est qu'on élimine le mal sur le terrain. Voilà, c'est pas qu'on a sanctionné un agent de santé ou c'est pas ça qui est le plus important pour nous. Le plus important pour nous est qu'on élimine le mal. Il ne faut pas qu'il y ait des raquettes toujours. Il ne faut pas qu'il y ait donc des cas de mauvais accueil. Il ne faut pas qu'il y ait donc des cas donc de vol de médicaments. Voilà, c'est ça que nous voulons qu'on élimine véritablement sur le terrain. Mais les sanctions y participent. Oui, c'est le processus. Voilà, ça fait partie du processus. Oui, moi je vais rester d'ailleurs dans ce registre-là. Ce n'est pas la première fois que vous sortez le rapport. Maintenant, par rapport au suivi pour les éventuelles sanctions, les éventuels actes que l'autorité en charge de la santé également va prendre, est-ce que dans ce suivi, il s'est dégagé que vous avez suivi un dossier qui a abouti à partir d'une dénonciation contenue dans vos rapports, parlant des précédents rapports? Merci beaucoup, monsieur le juge. En fait, comme je le disais, il y a des actions parce que, vous savez, c'est chaque trimestre qu'on produit donc le rapport. C'est quand même une compilation assez importante qu'on essaie de faire. Si vous voyez, ça fait plus de 11 000 et quelques formations sanitaires qu'on a visitées au cours donc, de l'année. Et chaque trimestre, en réalité, on produit un rapport. Chaque trimestre, on produit un rapport. Et c'est à la fin de l'année, on essaie de faire une compilation pour produire un rapport donc, global et qui permet d'avoir une photographie globale donc, de l'année par rapport donc, à l'accès aux soins de santé. Donc, ce qui s'est passé au cours donc, des trimestres, on essaie quand même donc, de suivre les grands dysfonctionnements, ce qu'on peut. Mais je peux vous avouer qu'il y a des choses que nous n'arrivons pas véritablement à suivre. Parce que vous êtes sur le terrain, parce que ça fait quand même 70 districts sanitaires couverts dans tout le pays par votre organisation. Voilà. Donc c'est quand même un vaste réseau de pouvoir suivre et savoir que tel agent indélicat a été, comme on appelle ça, interpellé, tel agent indélicat a été, comme on appelle ça, a été mis aux arrêts. Le processus a suivi, ou bien au prochain rapport, il est toujours en poste. C'est pourquoi je pose la question par rapport au suivi. Puisque vous citez nommément des gens. Vous dites que c'est trimestriel. 6 mois après, donc, c'est-à-dire au deuxième rapport, monsieur est toujours là.
Au 3e rapport, puisque c'est 4 trimestres, 12 mois. Donc, vous bouclez le 4 rapports trimestriels et puis il est toujours au poste, ou bien elle est toujours au poste parce que ça peut être une dame. Et moi, c'est la question maintenant de suivi. Comment est-ce que ça se fait? Et c'est dans ce rapport-là, après vous avez constaté que les indélicats qui ont été épinglés et dont vous avez fait cas dans le rapport-là, sont toujours au poste où ils ne sont plus et puis où ils sont allés. Ok, c'est comme je le disais, il y a des acteurs que nous avons suivis. Par exemple, nous faisons des contrôles spécifiques dans la région. On fait un contrôle spécifique dans la région donc du centre-sud. On a eu des acteurs qu'on a fait des mouvements. Là, on a la situation. Le ministère nous envoie par exemple la liste des acteurs, des sanctions qui ont été prises. Il y a des actes qui ont reçu des lettres d'explication. On a eu des cas aussi dans le plateau central vers Boucher où des acteurs ont été interpellés. D'autres acteurs ont été déplacés et mutés pour tenter de résoudre donc les situations. Et il faut noter que le processus est un peu complexe. Nous avons d'ailleurs eu une rencontre avec, parce que c'est pas le RAM seul qui fait le contrôle, on a d'autres organisations comme HELP qui avait effectivement aussi fait donc des actions là-dessus et qui a par exemple relevé donc surtout les raquettes comme nous les relevons avec des preuves, des audios, des trucs comme ça. Quand on a fait la rencontre avec les acteurs du ministère, vous savez les fonctionnaires ont un statut parfois tellement difficile à gérer, de telle sorte que c'est pas par exemple un MCD d'un district qui peut par exemple se relever un agent de santé de son poste. Il faut que ça passe jusqu'au ministère et même jusqu'à d'autres. Donc du coup, le processus, nous-mêmes on se perd dans les... Parce que vous allez suivre au niveau du secrétaire général du ministère, mais lui-même en tout temps il est limité par rapport au statut d'un fonctionnaire en tant que tel. Donc ça c'est vraiment une difficulté. Voilà pourquoi nous parlons. C'est-à-dire que par exemple, pour le moment, les MCD ne peuvent pas agir quand il s'agit par exemple de muter dans des cas comme ça. Non, les MCD peuvent par exemple muter un agent de santé. Le MCD peut par exemple, si c'est un agent de santé d'un CSPS, puisque les mouvements au niveau donc du district sanitaire, c'est les MCD qui s'en occupent. Mais par exemple, avoir une sanction, parce que muter quelqu'un, c'est comme pour nous, c'est déplacer le problème. Quelqu'un par exemple est délinquant ici, et on le quitte de ce village pour aller dans un autre village. Bon, ça c'est pour déplacer la délinquance dans un... Ça c'est une sorte de... j'allais dire de semer. Voilà, on sème la délinquance même dans d'autres zones. C'est pas ça qui est le plus... Il faut qu'il y ait une solution structurelle. Voilà. Ça va être MCD déplacé. Alors que la possibilité du MCD à ce niveau, ça ne peut être que ça. D'accord. Il n'a pas d'autre possibilité. Vous intervenez dans le domaine tuberculose, paludisme, VIH, SIDA. Maintenant, il y a la gratuité des soins et tout. Alors que bon, il y a d'autres pathologies qui sont en train de prendre au Burkina. Le diabète qui quand on regarde les chiffres, la progression inquiète. Et avant, ça touchait les personnes les plus âgées. Aujourd'hui, même il y a des jeunes qui sont touchés. Mais pourquoi est-ce que vous concentrez sur ça? Et puis, alors que quand vous aviez même commencé à parler des médicaments essentiels, vous l'avez même évoqué. Oui. Comme je l'ai dit, toute chose parle aussi d'une opportunité. Voilà, ce sont des opportunités et l'organisation, comme j'ai expliqué au début, nous intervenons sur ces pathologies et sur ces secteurs parce que c'est des secteurs où on a plus, donc c'est assez organisé, on a des directives assez claires que nous pouvons suivre. Voilà, parce que dans le cadre de l'Observatoire citoyen, on suit donc des directives, on suit donc des processus. Qu'est-ce qu'on a pris comme directive et qu'on doit pouvoir, les usagers doivent avoir sur le terrain. Quoi qu'il faut aussi comprendre que dans le cadre des dispositifs, pour prendre en compte effectivement les autres pathologies, nous avons par exemple mis en place d'autres dispositifs. C'est-à-dire il y a une ligne verte. Nous on a une ligne verte et à partir de la ligne verte, le 80 00 11 20, vous pouvez appeler et puis parler de toutes sortes donc, de pathologies. Ça, ce n'est pas divisé. On ne peut pas appeler là-bas pour dire que moi c'est pour le VIH, non. Pour toutes sortes de pathologies, vous pouvez en parler. Nous avons également nos pages, nos trucs comme ça que nous avons également intégrés. Et ce qu'il faut noter, je pense que vous l'aurez certainement constaté dans le rapport, au-delà même des pathologies, on s'est intéressé aux infrastructures. Voilà, on s'est intéressé aux infrastructures. Et ça, c'est une manière pour nous d'aller au-delà donc, de l'accès pris en charge, de la disponibilité même donc, et de la qualité donc, des infrastructures. Ça aussi, on a eu quand même à avoir. Donc, on est dans un processus, je ne voudrais pas aller, mais on est dans un processus d'ouverture, mais aussi il faut que nous aussi on arrive à maîtriser, parce que le tout n'est pas de collecter tout azimut donc des informations, mais il faut arriver effectivement à les maîtriser, à pouvoir donc les utiliser
de manière vraiment donc convenable. Okay. Ouais, moi je disais qu'il y avait un point qui m'intéressait puisqu'il a fait l'objet de beaucoup de rapports, c'est bien la question des femmes enceintes et des enfants moins de 5 ans. Vous revenez sur la question des ruptures. Moi je trouve ça très intéressant sur la question des ruptures. Vous faites d'abord de la comparaison des pourcentages 2019-2020. On se rend compte que rupture de médicaments étant rapporté 59% en 2019, 20,20%, plutôt 54,57% en 2020. Rupture d'examen rapporté 5% en 2019. En 2020, là, ça augmente 11,67%. Rupture d'outils de gestion, 36% en 2019 et puis 33,75% en 2020. Moi, je dis que c'est assez intéressant parce qu'après, vous dites qu'on a l'impression d'une mauvaise volonté des différents acteurs au niveau périphérique pour ne pas rendre les outils disponibles dans les formations sanitaires. Ça, c'est un constat que vous avez fait. Oui, c'est un constat que nous avons fait parce que on s'est rendu compte que, par exemple, au niveau district, dans la plupart des districts, il y a les outils de gestion. Puisque dans le cadre donc, de la gratuité des soins, on a mis en place donc, des ordonnances à source, les trucs carbonés, qui permettent que quand un agent de santé reçoit une femme enceinte ou un enfant donc, de moins de 5 ans, il puisse prescrire et qu'il y ait une source et qui permet, et c'est ça qui fait la traçabilité aussi, et c'est à partir de tout cela aussi qu'on arrive à faire les contrôles, les paiements et faire donc, les approvisionnements en médicaments. Mais si on fait disparaître donc de manière, j'allais dire, pratiquement volontaire ces sources-là, ces documents, qu'est-ce qu'on veut réellement? Alors qu'on crie tous les jours qu'il y a problème de médicaments, mais le système, même nous qui faisons quand même le contrôle sur le terrain, vous allez partir, c'est des feuilles blanches qu'on a écrit des ordonnances. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas avoir la certitude que c'est effectivement ce qui a été donné à l'usager. L'usager n'a rien. Il n'a pas d'ordonnance, puisque c'est comme si c'était les 3 sources, l'usager a une source que nous on peut par exemple aller vérifier. Mais quand c'est une feuille blanche, bon, l'agent de santé a des feuilles blanches et c'est tellement compliqué de vérifier donc des feuilles blanches et de confronter pour pouvoir effectivement avoir une traçabilité et arriver à avoir donc à faire donc des paiements continus et donc une disponibilité donc continue donc des médicaments. Donc ça c'est des cas. Il y a beaucoup, il y a effectivement des agents qui font quand même beaucoup d'efforts, mais pour nous ça ressemble vraiment à une sorte de, en tout cas de mauvaise volonté, parce qu'on a même décentralisé un peu le système de production des outils. Au début, en 2016, c'était le ministère au niveau central, par exemple, qui produisait ces outils. Maintenant, on a décentralisé, c'est-à-dire que c'est au niveau district, il peut produire les outils. Il y a un autre problème qui fait que le ministère aussi est rédevable, c'est-à-dire le niveau central est aussi rédevable, parce qu'en principe, en réalité du moins, il n'y a pas de ressources comme ça qu'ils ont données pour produire ces outils. Mais c'est dans le fonctionnement des formations sanitaires qu'ils devraient pouvoir, par exemple, produire donc ces outils. Voilà. Mais quoi qu'on dise, ça ne doit pas justifier qu'il y ait une rupture continue de ces outils de gestion de la gratuité sur le terrain. C'est vraiment très très important. Donc vous parlez de manque de transparence et puis parmi les impacts que cela pourrait avoir, vous dites ça peut avoir comme incidence aussi l'augmentation du coût de la gratuité. Ça je veux comprendre. Oui, puisque comme je l'ai dit, vous partez dans vous allez voir des ordonnances qui sont des feuilles blanches. Alors que dans le cas du contrôle, en fait nous faisons de la confrontation. D'accord. Si c'est dans le cas du contrôle, on prend, il y a des zones où on fait de la confrontation entre ce qui est le reçu qu'on a trouvé au niveau de la formation sanitaire et les reçus que tient l'usager, le patient, la patiente ou l'accompagnant de l'enfant de moins de 5 ans. Et à partir de là, on essaie de certifier est-ce qu'effectivement les dépenses qui ont été inscrites sont véritablement vraies ou pas. Et on arrive par exemple à déceler beaucoup d'écarts. On essaie des écarts, des gens qui font des surfacturations, on décèle beaucoup d'écarts là-dessus, hein, on en décèle beaucoup. Mais quand c'est des feuilles blanches, vous ne pouvez pas déceler quelque chose, puisque c'est seulement ce que l'agent de santé a que vous avez. Donc du coup, c'est ce coût-là que vous reportez. Vous n'avez pas un autre coût à reporter. Donc c'est par là qu'on est allé donc, de 20 et quelques milliards, on est maintenant à près de 30 milliards. Bon, donc ça crée des problèmes. Sur le fonctionnement global des formations sanitaires, vous dites que 34% des formations sanitaires ne disposaient pas de tous les équipements et matériels traceurs fonctionnels. 36,2% des formations sanitaires étaient en rupture de médicaments. 21% des centres de santé visités étaient en rupture d'examen traceurs. Mais vous dites, et ça c'est important, 10% des formations sanitaires avaient un personnel ne répondant pas à la norme quantité et qualité. C'est beaucoup quand même, 10%.
Oui, c'est beaucoup. Les explications qui ont été données, c'est pourquoi? Quelles ont été les explications qui vous ont été données? Parce que après ça, il n'y a qu'au niveau du nord et des hauts bassins, 32% des formations sanitaires ne répondaient pas aux normes en matière d'infrastructure. Ouais. Donc il y a deux problèmes, mais je voudrais avoir les explications sur les deux derniers problèmes par rapport à... Donc, merci beaucoup. Je pense que la question du personnel, c'est une question un peu d'actualité qui est connue pratiquement par le public. Surtout. Là, vous parlez de la quantité et de la qualité. C'est ça. Parce qu'en principe, selon les normes toujours en vigueur, parce qu'il y a une révision qui était en cours, qui devrait être mise à jour en principe pour le personnel, il y a 3 personnels en tout cas nécessaire dans un centre de santé et de promotion sociale. C'est-à-dire qu'on prend un CSPS. Il y a 3 personnes qui sont obligatoires dans un CSPS. C'est un IDE, un ICP, un IDE en tant que tel. Il y a une sage-femme et il y a un agent itinérant de santé. Voilà, ce sont les 3 personnels. Il y a d'autres qualités qui permettent donc de remplacer donc effectivement donc ces types de personnels-là. Mais on se rend compte dans beaucoup de formations sanitaires, surtout en milieu rural, nous avons rencontré par exemple dans des formations sanitaires au nord et même dans la zone donc de Haut-Bassin, où il n'y a qu'un seul agent de santé, voilà, qui pilote la formation sanitaire. C'est le même agent qui est dans la maternité, c'est le même agent qui est dans le truc qui pilote la formation sanitaire. Et ça, c'est pas normal. Ça, c'est un problème. Et là, il y a un manque de tout, de quantité et de qualité. Voilà. Comme on a aussi dans beaucoup de formations sanitaires, vous allez aller voir qu'il y a, par exemple, donc, il n'y a même pas, c'est parce qu'on n'a pas de rapport trimestriel. Si on a des formations sanitaires, il n'y a même pas de sages-femmes. Il n'y a pas de personnel, par exemple, d'accouchement. Si je dis sage-femme, ça peut être assez, parce que sage-femme, c'est une spécialité, d'ailleurs. Mais il n'y a même pas, par exemple, donc, il n'y a pas d'accoucheuse, il n'y a pas de sage-femme, il n'y a rien. Donc, ce sont les autres agents du dispensaire qui sont obligés, par exemple, d'aller faire donc, les accouchements. Alors qu'il y a une maternité. Donc ça, c'est un problème de qualité, de manque de qualité. Il peut y avoir le nombre de personnes en termes de quantité, de personnel requis, mais en termes de qualité, ça ne répond pas aux normes, en tout cas sur le terrain. Par rapport donc à l'autre préoccupation que vous disiez, ça c'est sur les infrastructures. En fait, les infrastructures, nous avons voulu, par exemple, vérifier. Est-ce que vous rentrez, quand vous prenez donc, il y a un document qui donne les normes en matière d'infrastructure. Quand on prend un CSPS a 3 compartiments essentiels, plus donc des annexes. Il y a un dispensaire, là où on fait la consultation générale, il y a une maternité et un dépôt. Maintenant, il y a d'autres annexes comme les latrines, les lieux d'accueil, un point d'eau. Ça, ce sont des annexes qui doivent être dans une formation sanitaire. Et là, on a constaté qu'effectivement, dans plus de 34%, pratiquement, les formations sanitaires, quand vous partez, soit par exemple dans le dispensaire, il n'y a pas de bureau de l'ICP, c'est-à-dire que c'est la salle de consultation qui a en même temps le bureau de l'ICP. Ça, c'est pas normal. Ou bien c'est dans la salle de consultation qui est en même temps la salle de garde. Non. C'est des compartiments qui doivent être dans le dispensaire. On a rencontré même des formations sanitaires où la maternité et le dispensaire sont collés. C'est pas normal. En principe, il y a un écart qui doit être observé entre la maternité et le dispensaire. Mais on se retrouve dans des situations, moi tout dernièrement même en 2020 même, le ministère a ouvert même un CSPS dans la zone du Nord et ça cause toujours des polémiques actuellement où ça c'est des donateurs qui ont donné, mais ça ne répond pas aux normes. La maternité jouxte avec donc la salle de consultation, donc les salles, c'est-à-dire la salle de travail même des femmes enceintes jouxte avec les salles de consultation. Ça c'est pas normal. Les femmes sont en train de crier pendant qu'il y a des gens qui sont en train de faire de la consultation. Ça c'est des situations qui montrent qu'il y a beaucoup de problèmes, en tout cas en termes de respect des normes, en termes d'infrastructures dans les formations sanitaires. Sans oublier qu'il y a beaucoup de... quand vous prenez dans la plupart des formations sanitaires, ça il n'y a pas de magasin. Voilà, il doit y avoir un magasin pour les équipements, les trucs comme ça, il doit y avoir un lieu d'entreposage et puis maintenant faire donc la distribution. Mais dans la plupart des formations sanitaires, il en manque. Alors vos rapports périodiques relèvent en tout cas des dysfonctionnements, mais est-ce que vous avez l'impression justement que c'est pris en compte? Quelle est véritablement la portée de ces rapports-là? Ou bien vous avez le sentiment que vous prêchez dans un désert?
Merci beaucoup. Je pense que la première portée, c'est l'intérêt que vous avez, le tribunal de l'actualité a eu à nous convoquer. Ça nous va vraiment droit au cœur parce que c'est toujours très intéressant. Parce que tant que le problème n'est pas communiqué par la presse diffusée, on peut pas. Nous, on peut faire le travail avec les autorités, mais à un certain moment, les autorités peuvent penser que c'est entre nous. Donc, bon, on se gère comme ça, et puis c'est comme ça, colpi, comme on disait en son temps, mouté, et puis ça continue. Non. Il faut que ce soit un problème public. Et c'est pour cela que nous sommes toujours très intéressés qu'effectivement, avec la presse, on puisse communiquer davantage sur les résultats que nous produisons. Ce qu'on peut dire, je pense que la dernière rencontre que nous avons eue, le ministre de la Santé s'est déplacé lui-même pour venir participer à la rencontre. Pour nous, c'est quand même aussi une sorte, peut-être une preuve, un signal fort d'engagement. Et bon, en tout cas, il a tenu des mots assez forts le jour pour dire qu'il est vraiment très regardant sur la plupart des préoccupations que nous soulevons et qu'il instruit en tout cas ses collaborateurs à mettre des dispositifs pour en tout cas exploiter les résultats du rapport. Maintenant, nous allons voir à l'œuvre comment les choses vont être effectivement bien prises et comment les choses vont changer. C'est ça qui nous intéresse le plus. Sinon, ce n'est pas le discours qui est le plus important pour nous, c'est comment on change les systèmes, comment on améliore le quotidien de l'usager dans les formations sanitaires. Voilà, parce que dans la plupart des cas, quand on part parfois dans une formation, ça devient une hantise. Qu'est-ce qu'on va aller? On va prendre mes médicaments, bon, on va encore me taxer, c'est tellement compliqué. Voilà, c'est ça qu'on veut qu'on change en tant que tel. Ok, juge va. Oui, et puis bon, je vais venir. J'avais dit la préoccupation d'abord, c'était la question des femmes enceintes et des enfants de moins de 5 ans. Vous avez travaillé beaucoup sur la question du palu et de ce qui ressort, parce que vous avez un peu le même process sur le regard que les gens ont sur le temps d'attente, comment est-ce qu'ils sont accueillis et tout. Et pour ce qui est de la question du palu, on se rend compte que les centres sont beaucoup fréquentés pour cette question-là. Donc ça fait que, bon, évidemment, ça a un impact sur le temps d'attente et tout ça, c'est des choses qui se remarquent. Mais il y a un point qui est très intéressant, c'est la question de l'accès aux médicaments dans les DMEG. On se rend compte qu'il y a quand même un fort pourcentage qui n'a pas tous ces médicaments dans ces DMEG. Et vous dites, c'est quelquefois un facteur qui fait que les gens n'y reviennent pas, voilà, ne reviennent pas forcément. Et il faut noter que le manque de produits, vous dites, peut aussi justifier les retards de consultation et entraîner l'automédication quand les usagers estiment perdre du temps. Et quand on voit sur la question du palu, on a l'impression que de 2019 à 2020, on n'a pas forcément amélioré les choses. Non. Qu'est-ce qui explique tout cela? En tout cas, on n'a pas évolué parce qu'en 2016, en 2019 du moins, on était à pratiquement 16% de personnes qui n'ont pas pu avoir les médicaments dans les formations sanitaires. En 2020, on est à 17%. Et quand on prend dans la 17%, près de 60%, on n'a pas pu avoir les médicaments parce qu'il y a rupture des médicaments dans les formations sanitaires. On note qu'il y a quand même environ quelque chose donc, de près de 30% où des acteurs disent que ce sont des médicaments de spécialité qu'on a prescrits sur leur ordonnance. Et pour d'autres, ils n'ont pas les moyens. Donc, si on prend par exemple, même ces trois critères, c'est des critères assez même ces trois éléments sont des éléments assez problématiques en termes d'accès aux soins. Je l'ai dit au début, le paludisme constitue en tout cas la première cause de consultation, en tout cas jusqu'à présent, dans nos formations sanitaires. Si c'est la première cause de consultation dans nos formations sanitaires, mais jusqu'à présent, on n'arrive pas à assurer une bonne disponibilité donc, des médicaments pour la prise en charge du paludisme. Or, on sait c'est que par exemple l'automédication crée aussi comme conséquence dans le cas du paludisme. On sait par exemple les retards de consultation, c'est que ça crée comme problème dans le cas du paludisme. Par exemple, une personne, par exemple les 17%, que les gens peuvent partir. Puisque je pars dans les centres de santé, je n'ai pas les médicaments. On peut-être. Est-ce que vous pensez que la personne va aller dans une pharmacie privée pour aller acheter des médicaments qui vont encore être plus chers? Puisque quand les mêmes médicaments qu'on vend au niveau donc, du DMEG, le prix est peut-être doublé dans une officine privée. Donc, il n'a pas les moyens pour ça. Donc, il va aller chercher par exemple une décoction à quelque part, il va prendre. Entre-temps, ça s'offre davantage. Quand il vient, c'est une référence. Et plus on fait une référence, le système coûte encore plus cher. Parce que quand on fait une référence, c'est-à-dire que le coût de la prise en charge est multiplié plus par 2 ou par 3. Puisqu'en quittant d'un CSPS où on te par exemple traiter ton mal à 2 000 francs, tu pars dans un CMA, ça devient 10 000 ou 20 000. Donc le coût devient encore plus cher pour l'usager, mais en même temps même pour l'État.
Et ça, c'est des risques pour nous très très importants. Il y a aussi le fait que quand vous prenez donc et ça, pour nous, la cause de toute cette situation, c'est vraiment donc on a un problème de maîtrise donc de la disponibilité donc des médicaments dans les formations sanitaires. Quand on a essayé donc d'échanger avec les différents acteurs au niveau donc de la CAMEC, pour les enfants de moins de 5 ans, il n'y avait pas un grand problème de disponibilité de médicaments. Mais on ne sait pas comment ça s'est passé et que par exemple les CSPS avaient des problèmes de médicaments. Et ça, c'était confirmé. Les CSPS ont eu des problèmes de médicaments, alors qu'au niveau de la CAMEC, ils n'ont pas de problème. Bon, ce qui est revenu en dernier ressort, c'est que c'est beaucoup plus les questions de remboursement. Puisque, en fait, quand vous prenez le paludisme, la plupart aussi des cibles, c'est aussi les enfants de moins de 5 ans et les femmes enceintes. Donc, et quand il y a des problèmes de remboursement, les formations sanitaires n'arrivent pas à s'approvisionner en médicaments essentiels, donc les médicaments de paludisme ne sont pas disponibles. Donc ça, c'était l'une des explications fondamentales qui a été donnée par rapport à ça. Mais l'autre élément, c'est vraiment aussi le fait que plus près de 30% ont prescrit des spécialités. Alors que ça, c'est pas normal. On ne devrait pas prescrire des spécialités au milieu CSPS. Le CSPS, puisqu'il n'y a pas de spécialité dans un DBEC, c'est-à-dire l'agent de santé prescrit quelque chose qui lui-même il est sûr que ça ne se trouve pas dans sa formation sanitaire, ce qui n'est pas normal. Il doit faire quoi? Référer? Non, il y a des médicaments qui sont... C'est-à-dire qu'il y a un protocole. Mais oui, il y a le protocole. Vous arrivez, monsieur ou madame veut vous soigner, mais dans le dépôt à côté, il n'y en a pas, mais il doit quand même vous prescrire un produit pour vous soigner. Oui, mais cela veut dire qu'il aurait pu prescrire des produits équivalents, quitte à ce que peut-être qu'il part chercher ailleurs. Mais prescrire un produit de spécialité, ça c'est délibéré. Puisque la spécialité, ça c'est un autre niveau de prescription. Ça, c'est délibéré. Mais si l'argent, par exemple, puisqu'il y a plus de 60% qu'on a prescrit les mêmes produits, mais qui sont allés, ils n'ont pas trouvé. Là, on comprend. Ce qu'il dit, c'est très intéressant parce qu'il touche du doigt un problème d'ailleurs entre agents de santé, qui est qualifié pour prescrire, qui n'est pas qualifié pour prescrire. Vous dites, le mieux, c'est de prescrire un équivalent, mais pas forcément une spécialité, parce qu'il n'y a pas un spécialiste qualifié, effectivement, pour le faire. Je dis bien, c'est un débat qui devient intéressant, mais les acteurs nous disent quoi par rapport à une telle situation? Parce que c'est un débat qui finit pas dans le milieu d'ailleurs. En fait, le débat n'est pas le fait qu'il y a quelqu'un qui est qualifié pour prescrire des spécialités. La spécialité n'est pas, il n'y a pas une qualification pour prescrire des spécialités, mais c'est le lieu. C'est-à-dire que dans un CSPS, puisqu'on prescrit ce qu'on a ce qui doit être disponible dans un dépôt. Quand on dit DMEC, c'est dépôt de médicaments essentiels. Il n'y en a pas dans le dépôt, mais il a besoin d'être soigné. Oui, il faut lui trouver un autre produit. On fait quoi? Oui, mais il y a des médicaments. C'est-à-dire que si les médicaments en manquent, si par exemple, puisqu'il y a 60% qui disent que les médicaments en manquent, là on les a prescrits de façon normale. Des médicaments génériques qui devraient être disponibles dans le dépôt, mais ils sont allés au dépôt, ils ont trouvé que les médicaments en manquent. Mais le bas blesse, c'est qu'il y a près de 30% et on les a prescrits donc des spécialités. Je pense que là, il faut qu'on s'explique. Il faut qu'on s'explique pour que nous tous on comprenne. Quand vous dites qu'ils ont prescrit des spécialités, ça veut dire qu'ils avaient l'opportunité de prescrire des médicaments qu'on pouvait trouver là, et ils ont préféré prescrire d'autres médicaments qu'on ne trouvera pas là, mais qu'on est obligé d'aller chercher ailleurs. C'est ça. Au fond, nous aussi on sait comment ça fonctionne. Il y a les représentants des firmes pharmaceutiques là. C'est des marketeurs sur la maladie. Quand ils viennent, souvent ils voient les médecins. Souvent il faut prescrire mon affaire là ça va sortir des stocks. C'est de ça que vous parlez. C'est ça. On est au tribunal, dites les choses comme elles sont. Mais finalement, malheureusement, quand on parle de la question de la disponibilité, c'est le processus de ravitaillement qui pose problème, ou bien c'est finalement quoi? Quand on retrouve des médicaments hors du circuit, la gendarmerie a démantelé des cas de vol des réseaux de vol de médicaments. Finalement, c'est quoi le problème? Problème de ravitaillement? Il y a plusieurs problèmes. C'est ça, nous disons qu'il faut qu'il y ait une résolution structurelle des problèmes. Parce qu'on peut par exemple résoudre le problème conjoncturellement, tel CSPS a tel problème, on part, on court, on part, c'est très bien. Mais ça ne résout pas le problème à long terme. Vous savez, là, dans les centres de santé, c'est ça, vous allez voir les questions de raquettes, de vol de médicaments. On en a dénombré des cas de vol de médicaments où effectivement on voit des agents de santé qui volent même les médicaments des DMEC. On a des systèmes, on a dans des zones, surtout dans les zones urbaines comme Ouagadougou, on a des lieux où par exemple les DMEC est même à 60% occupés par des agents de santé. C'est-à-dire que les produits qui sont dans les DMEC, ce n'est pas des produits du CSPS. Plus
de 60% peuvent être des produits, donc des agents de ce qu'on appelle des ventes, il y a ce qu'on appelle des pharmacies parallèles qui sont dans le domaine. Il y a aussi même les ventes parallèles, c'est-à-dire que les gens soutient donc les médicaments des usagers ou des demain qu'ils mettent au niveau donc dans leur poste, qu'ils vendent directement. Je pense que tout le monde a eu l'histoire donc du Novalzin ou des trucs comme ça. Quand tu parles avec le corso, on te pique directement dans la salle de consultation et puis on te dit d'amener 1000 francs. Ça, c'est des situations qui montrent que il faut. Et là, c'est pas seulement donc les produits. On a eu des cas, par exemple, je sais que dans la région du Nord, on a eu un jour, on a été interpellé par exemple pour une rupture d'un examen essentiel pour les PEVIH, un examen CD4. Quand on est arrivé, on a entretenu avec les acteurs, on s'est rendu compte que par exemple c'est un agent de santé qui a pris par exemple la rallonge, allait regarder sa télé à la maison. Et puis oui, puisque il y avait il y a une rallonge pour brancher le truc. Il a pris, et ça fait 2 semaines, c'est en rupture. Et on crie qu'il y a un problème. Et monsieur regardait la télé avec ça. Hein? Oui, la suite c'était quoi? Regarde, ça c'est le cas que nous rencontrons. On a eu des mêmes tout dernièrement dans le plateau central. Vous savez, dans la pluie, si vous regardez dans le rapport, quand on a parlé donc de plus de 30% des formations sanitaires qui ont des problèmes d'équipement, des trucs comme ça, vous allez voir que par exemple en matière d'électricité, on a eu des efforts qui ont été faits pour par exemple donner des plaques solaires, des trucs. Il y a des gens qui ont pris les batteries, allez c'est lui, ils regardent la télé. Et on fait par exemple les accouchements avec torche. D'accord. En tout cas, merci Monsieur Ouedraogo. Je rappelle que vous êtes directeur exécutif national du réseau d'accès aux médicaments essentiels RAM. Avec vous, nous avons parlé de la question de l'accès équitable des populations aux soins de santé de qualité. Ça nous a permis de connaître un peu les avancées, aussi les dysfonctionnements dans les centres de santé. Merci d'être passé. Nous allons également dire merci aux juges au siège pour cette semaine de convocation et d'analyse de l'actualité. Nous allons donner rendez-vous lundi pour d'autres actualités à juger. Mais d'ici là, restez fidèles au programme des médias leaders, True TV et Watt FM. Excellente journée.